Rencontre avec Nathalie Lefebvre. En tête-à-tête avec les thérapeutes. Bonjour mes très chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui, je suis avec deux invités de choix. On a le plaisir d'avoir dans le studio Deepali Patel et Stéphane Hérault. Bonjour à tous les deux. Bonjour Nathalie. Bonjour, Bonjour aux éditeurs. Alors, vous êtes les porte-parole de l'association À Vivre, qui est l'association du très grand Shri Shri Ravi Shankar qu'on aura l'occasion d'interviewer lors de sa venue en France en avril prochain. Merci déjà de votre présence aujourd'hui. Merci d'avoir créé le lien aussi avec ce grand personnage dont on parle beaucoup en Inde, alors peut-être moins en France. Les gens commencent à le découvrir. Est-ce qu'on pourrait dire juste quelques mots sur Shri Shri Ravi Shankar? Qui est-il? Alors, déjà, c'est un sage, mais aussi un homme de paix, qui, après 35 ans d'action sur le terrain, est devenu un homme reconnu par rapport à son action de paix, spiritualité, bien sûr, sagesse, mais aussi un homme dans l'humanitaire, humaniste aussi. En 1980, Shri Shri Ravi Shankar avait 25 ans, il avait. Et puis, il a commencé son œuvre. Donc, il a commencé à accueillir des enfants près de chez lui, à leur donner de l'éducation gratuite. Et puis, à partir de là, il a fait aussi un moment où il a dit je vais diffuser dans le monde entier toute la sagesse védique, la sagesse védantique, que je connais, que j'ai apprise. Et il a passé 10 jours de silence pour aller au plus profond de lui-même et se dire qu'est-ce que j'aimerais offrir à la société? Qu'est-ce que j'aimerais offrir à cette société qui va de plus en plus vite, de plus en plus dans un mal-être. Et après ces 10 jours de silence, il est sorti avec un enseignement qui s'appelle le Sudarshan Kriya, qui est une technique de souffle, de respiration rythmée, et qui apporte un bien-être et de la santé au quotidien. 35 ans après, son œuvre est dans plus de 160 pays. C'est un vrai personnage. Un personnage plein de simplicité et plein d'humour que moi-même j'ai eu le bonheur de rencontrer dans ma ville natale à Poitiers en 1997. C'était une belle rencontre. Et oui, il est indien, mais le pour lui, c'est vraiment quelqu'un d'universel. Il prend le temps de s'intéresser à tout le monde. Voilà, donc, mais je pense que Deepali aussi peut dire quelques mots sur... Un citoyen du monde, finalement. Il est, oui... Vraiment il a vocation à rassembler les gens dans le monde entier. D'ailleurs, c'est son leitmotiv, c'est Vasudeva Kutumbakam. Laissons créer une seule et même famille mondiale. D'accord. Alors, le Sudarshan Kriya, on va en parler dans un deuxième temps. C'est une technique de respiration rythmique. C'est l'outil, en fait, que Shri Shri Ravi Shankar prodigue et enseigne aux gens. Alors, est-ce que c'est un outil qui sert à la méditation? Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ce Sudarshan Kriya? En fait, si on ferme les yeux et on dit « Ok, maintenant je dois méditer », il y a plein de pensées qui passent à travers la tête et on n'arrive pas à calmer la tête. Le Sudarshan Kriya, c'est une technique de respiration très puissante. D'abord pour faire un nettoyage cellulaire, pour arriver à dégager le corps, l'esprit, de tout le stress, les tensions, les émotions qu'on a emmagasinées depuis des années, et arriver à complètement équilibrer les différents rythmes en nous et calmer le mental tout seul, automatiquement, sans effort, pour rentrer dans des états méditatifs, sans aucun effort. Voilà. Et moi, ça m'avait étonnée parce que j'avais un travail très stressant quand j'ai appris cette technique, et j'avais tout le temps des pensées dans ma tête, même quand je dormais. J'arrivais pas à me débarrasser, j'arrivais pas à me détendre complètement, même quand je dormais. D'accord. Et je rentrais de mon travail avec mon travail dans ma tête. Et voilà, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et quand j'ai fait cette technique, c'était un vrai repos. Un repos dans tous les sens. J'avais l'impression de reposer encore plus que le sommeil même.
Et c'était ça qui m'avait vraiment touchée et qui avait vraiment transformé aussi ma vie, ma façon de voir les choses et mon environnement et ma relation avec les gens. Donc, grâce à une technique de respiration, finalement, on passe dans un état de conscience modifié. Oui, alors grâce à la respiration en tant que telle, parce que déjà, la respiration change votre état d'émotionnel. C'est déjà le premier acte qu'on fait en venant sur cette planète, c'est l'inspire. Le dernier acte qu'on fera en partant de cette planète, c'est l'expire. Une expiration. Ouais. Et toute notre vie est basée sur cet inspire et cet expire qu'on a pris pour acquis et qu'on n'a jamais vraiment rencontré. Quand j'ai appris ces techniques en 97, justement, c'était important. C'est vrai que j'utilisais cette respiration, puis je faisais des arts martiaux, donc j'avais l'habitude d'utiliser la respiration. Mais me faire prendre conscience que chaque état émotionnel a un schéma respiratoire différent, qui était induit par justement cette émotion que je vivais. Lorsqu'on est en colère, Nathalie, notre respiration est beaucoup plus rapide, saccadée. Maintenant, une personne qui a peur, elle va retenir son souffle. Quand on est triste. Quand on est triste, on va... Ah ben justement, quand on est triste, c'est intéressant parce qu'on expire plus qu'on inspire. On pouffe. Et quand on est joyeux, on inspire plus qu'on expire. Et c'est très intéressant de voir comment chaque émotion va changer notre état respiratoire. Mais ce n'est pas un chemin unilatéral. C'est un chemin bilatéral. C'est-à-dire, lorsque je prends conscience de mon souffle, lorsque je vais utiliser consciemment cette respiration, je peux gérer mes émotions négatives que ni à l'école ni à la maison on a appris à gérer. Je veux dire, je me souviens très bien quand j'étais à l'école et que je faisais une bêtise, j'allais soit dans le coin ou si j'étais en colère, il fallait que je calme ma colère, j'avais pas le droit de pleurer. Toutes ces émotions qu'on nous a tendance plutôt à supprimer, à oppresser, plutôt qu'à de les vivre pleinement en conscience. À travers la respiration, on arrive à les gérer. En tout cas, on arrive à éliminer la charge émotionnelle liée à l'événement. Parce qu'à chaque fois qu'on vit un événement, notre mémoire va garder non seulement la mémoire de l'événement, qui est un fait, mais aussi la charge émotionnelle qui a été enregistrée avec l'événement. Et toutes ces charges émotionnelles, ces empreintes psychologiques négatives, n'ont jamais été nettoyées de notre système. C'est-à-dire que quand vous êtes sale, quand un auditeur qui nous écoute sent qu'il y a de la saleté sur son corps physique, ben c'est très simple, il va se laver, il prend de l'eau, il va se nettoyer. Mais émotionnellement, comment on fait ? Lorsqu'on sent qu'on a accumulé tellement de charges émotionnelles que ça devient opprimant, comment on fait ? On crie. Alors oui, effectivement, on peut crier, chante à tue-tête. on peut chanter, on peut aller faire du sport, et cependant, même si on crie, même si on chante et même si on fait du sport, la charge émotionnelle n'est pas complètement dissoute. Alors qu'avec les techniques enseignées, notamment le Sudarshan Kriya, qui est un très très beau terme, un sou du mot Sudarshan Kriya, sou, ça veut dire propre, juste, darshan c'est la vision, et Kriya c'est une action purificatrice, nettoyante. Donc Sudarshan Kriya c'est une action purificatrice pour nous donner la vision juste de qui nous sommes. Lorsque on est dénué du stress, des émotions négatives, et qu'il reste simplement les qualités qui sont à l'intérieur de nous pour les faire fleurir. Alors c'est vrai que les émotions sont finalement toutes belles à vivre, mais elles nous détachent un peu d'un état naturel de ce que l'on est, un état authentique. Elles viennent nous changer, nous modifier, parfois nous altérer, c'est vrai, quand elles sont dites entre guillemets négatives, même si je pense qu'il n'y a pas forcément d'émotions négatives, elles sont toutes à vivre pleinement. Donc c'est une technique de respiration qui permet, lorsqu'on prend conscience de chaque diapason finalement, parce que chaque émotion respire avec une respiration différente. Tout à fait. Avec cette technique, on revient à un état de sérénité, de paix intérieure. Très rapidement, très rapidement. Alors en fin de compte, c'est pas l'émotion qui est négative. C'est par exemple une colère est bonne à vivre. Mais si on est en colère, au bout de 2 ans, on est en colère sur l'événement qui s'est passé il y a 2 ans, c'est clair. Et qu'on est encore avec cette colère, là, il y a quelque chose à aller voir. Alors c'est une technique simple. Est-ce que finalement elle est à la portée de tous, les enfants, les personnes âgées? Est-ce que tout le monde peut finalement apprendre ce Sudarshan Kriya? En fait, Sudarshan Kriya, c'est réservé pour après 18 ans parce que les enfants, leur système nerveux n'est pas complètement développé. On a des stages pour les enfants, mais ils respirent un peu moins et un peu différemment. D'accord. Quelque chose qui convient à leur corps et leur état d'être.
Et une fois que le corps, il est complètement développé, on peut apprendre le Sudarshan Kriya. On peut aussi voir comment arriver à faire cette technique à la maison. Et parce que l'idée, n'est pas seulement se faire du bien pour 2 jours et après ça revenir à son état initial. C'est continuer à augmenter sa capacité pulmonaire tous les jours, évacuer le stress qu'on a vécu dans la journée et garder cet état tous les jours. Sous quelques minutes de respiration, on apprend comment faire à la maison tous les jours pour nous aider à, je dirais, éliminer le stress. Même pas gérer, parce que gérer le stress, ça veut dire mettre le stress d'une poche à l'autre. Oui. Voilà. Et c'est pas ce qu'on veut faire. Gérer, c'est garder une sorte d'attache, quoi. Exactement. Et là, on ne veut pas garder une attache, mais vraiment éliminer ça complètement de notre système. Alors, vous deux, vous pratiquez quotidiennement? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. À quel moment est-ce que finalement c'est le plus appréciable de le temps de respirer? Pour moi, c'est le matin. Mais de toute façon, dans toute la journée, après, il y a des moments aussi favorables pour la respiration, comme lorsqu'on a terminé une journée de travail, on peut se donner un sas de décompression, 10-15 minutes, avant peut-être de retrouver une activité, je dirais, nocturne ou rentrer avec la vie de famille, préparer la nourriture des enfants, faire le travail, etc. etc. Je dirais qu'il y a un temps favorable le matin pour préparer sa journée. C'est là où on pratique le plus, on va dire, après avoir fait sa toilette, avant le petit déjeuner, un espace 30 minutes, ça dépend le temps que chacun peut y contribuer. Hein. Mais je dirais que les techniques qu'on enseigne, les gens sont autonomes avec un set de techniques qui peuvent utiliser aux alentours de 25 minutes, 30 minutes, voilà, au quotidien. Ça, c'est le b.a.-ba, je dirais. Avec cette technique du Sudarshan Kriya, comme disait Dipali, individuelle, les gens sont autonomes, et c'est ça qui est important. Alors, bien sûr, s'ils veulent revenir à l'art de vivre, au centre qui est à Nation, ils peuvent revenir, il n'y a pas de souci, ou dans les autres villes, hein, ou dans les autres pays. Mais maintenant, une fois qu'ils ont fait le séminaire, ils sont autonomes. Elle va durer 25-30 minutes. Le matin, ça prépare la journée. On sent vraiment que notre esprit est tellement clair, beaucoup plus, je dirais, limpide, que les activités que nous allons avoir dans la journée vont être complètement différentes. La qualité des activités, on va être beaucoup plus présent. Parce que si vous observez bien, il y a 3 tendances du mental qui nous empêchent d'être vraiment, de permettre de vivre la vie à 100%. La vie vraiment dans cet état d'instant présent. La première tendance, c'est notre esprit vacille souvent entre le passé et le futur, passé, futur, sans que ça soit à notre insu. Bien sûr, si on n'avait pas programmé cette interview aujourd'hui, qui était dans le futur, on ne serait pas là ensemble. Donc, j'ai dû le programmer, vous avez dû le programmer aussi. Dans le passé, voir ce qui s'est passé, ça nous permet d'évoluer aussi. Donc, ça, c'est un choix personnel et individuel d'aller chercher dans le futur, dans le passé. Mais quand le passé ou le futur s'introduit dans notre vie, à travers la peur, l'anxiété, le regret, les remords, les doutes, toutes ces choses-là, c'est là où nos émotions commencent à prendre le dessus sur nous et nous enlever vraiment la capacité de vivre ce moment. Donc c'est ces émotions-là qui sont importantes à comprendre et puis surtout vraiment à maîtriser avec la respiration. Donc passé, futur, lorsque c'est pas nous qui le choisissons, ça nous fait perdre de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et c'est ce que disait Dipali lorsqu'elle travaillait donc en Inde. Ce qui se passe, c'est que le soir, après, je vais arriver et mon esprit n'est pas disponible pour ma famille, pour mes enfants, pour mes amis, ou disponible pour faire autre chose. On revient, on ressasse encore sur ce passé. Ou on va avoir peur du lendemain parce que demain on doit retourner au travail, notamment, on n'a peut-être pas fait ce qui devait être fait, etc. etc. Donc, canaliser cette gestion émotionnelle est très importante. Première tendance. Deuxième tendance, c'est être d'accord, pas d'accord. On a le droit d'être d'accord, pas d'accord. Mais la plupart du temps, vous êtes d'accord sur un sujet, peut-être à un moment donné, et vous allez être pas d'accord sur un autre sujet à un autre moment donné, et puis ça va s'alterner. Mais être constamment dans l'argumentation, dans la complainte, c'est ce qui nous fait perdre beaucoup d'énergie dans notre quotidien. Et la troisième tendance, c'est quand on n'a pas d'énergie, justement, notre mental va s'intéresser beaucoup plus au négatif qu'au positif. C'est-à-dire que je vais parler à une amie, et puis on a passé une très belle soirée, je lui aurais fait 10 compliments, et la dernière chose que je lui dis en partant, c'est une chose un petit peu désobligeante, soit sur sa tenue, ou soit sur ce qui s'est passé dans la soirée. Goujat. Exactement. Alors que les 10 compliments,
ils sont passés Ils sont passés à la trappe. Ils sont passés à la trappe. Pourquoi? C'est-à-dire que on a dans la science traditionnelle indienne un terme qu'on appelle prana, l'énergie vitale. Et ce prana, lorsqu'on est rempli de ce prana, et surtout lorsqu'on emmagasine cette énergie vitale à l'intérieur de nous, ça nous permet d'atteindre un état d'équilibre dans nos différents niveaux d'existence, différents mental, intellect, mémoire, ego, le corps physique aussi, le souffle et la conscience. Et ça nous permet de maintenir un état de santé, pas simplement physique, mais psychologique, moral, émotionnel, spirituel aussi. Donc, notre but, c'est vraiment de donner aux gens des techniques pour garder ce taux de prana très haut. Et c'est vrai que quand on a plein de prana, on verra beaucoup plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, ces 3 tendances, vaciller entre toujours passé et futur, être d'accord, pas d'accord, ou s'agripper au négatif, c'est une manifestation qui nous montre compte qu'on a peu d'énergie. Et les maladies peuvent arriver vraiment à ce moment lorsque notre taux de prana est très très bas. Le taux de prana, c'est aussi finalement le taux de potentialité de joie de vivre. Enfin, dans cette sagesse-là, en tout cas orientale, je pense que comme tout est lié et qu'on est pris en compte comme un tout, c'est aussi maintenir l'énergie vitale. Mais l'énergie vitale, c'est notre capacité à être heureux dans le moment. Exactement. D'ailleurs, c'est un beau terme qui dit quand votre prana est haut, on garde l'enthousiasme à son sommet. Et j'adore ce terme enthousiasme parce qu'il vient de Inteos. Inteos qui veut dire qui provient de Dieu. Lorsque on est plein d'énergie, lorsqu'on est enthousiaste, on est en contact avec sa divinité intérieure, sa conscience, son être, Dieu, peu importe le mot qu'on va y mettre, parce que de toute façon, quel que soit le mot, on sera des menteurs, parce que l'énergie que représente ce mot est tellement plus vaste qu'un simple mot, mais c'est cette dimension, cette conscience universelle qui anime toute chose. On est en contact avec elle, et c'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce que ce Sudarshan Kriya, il est accompagné de mouvements? Est-ce que Sri Sri Ravi Shankar enseigne aussi des techniques, un petit peu comme le yoga, qui nous permettent de ressentir notre énergie dans le mouvement? En fait, il y a plusieurs choses qui sont enseignées dans ces stages. Il y a plusieurs piliers. Il y a la partie Hatha Yoga, qui est le yoga postural. Et comme Stéphane a dit, toutes les techniques sont pour ramener le mental dans le moment présent. On utilise le mouvement physique, encore une fois, pas seulement comme un exercice physique, seulement pour le corps, mais aussi pour le mental. Chaque fois en associant la respiration avec le mouvement. La deuxième chose, c'est bien sûr les techniques de respiration, le Sudarshan Kriya, mais aussi toute une panel de techniques, les pranayama, Bhastrika, c'est des techniques aussi pour augmenter la capacité pulmonaire. Parce que ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir, que comme adulte, on utilise à peu près entre 20 et 30% de notre capacité pulmonaire. Et normalement, à travers les poumons, on peut éliminer entre 70 et 90% des toxines dans le corps. Et quand la capacité pulmonaire n'est pas vraiment développée, ça veut dire on prend moins d'oxygène, on nettoie moins le corps. Le corps, il est fatigué et il se reprend pas. Il récupère pas. Il récupère pas, voilà, c'était le mot que je cherchais. Il récupère pas. La première chose, c'est vraiment augmenter les 3 lobes de nos poumons, augmenter la capacité pulmonaire pour prendre plus d'oxygène, augmenter le niveau d'énergie dans le corps. Et ensuite, éliminer les toxines, soulager le corps de toutes les toxines qui sont stockées. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante parce que, comme Stéphane a dit, le niveau d'énergie dans une personne où se détermine la qualité de sa vie. On peut être vraiment juste pas en vacances, il fait moche dehors, mais si le niveau d'énergie est haut, ça va bien. C'est clair. Exactement. Et ça, augmenter la capacité pulmonaire pour garder ce niveau d'énergie haut, c'est vraiment une des clés très importantes. Et après ça, il y a toute la partie de lâcher prise, nettoyage, calmer le mental, la méditation qui va avec. Et méditation spontanée, pas vraiment essayer de concentrer sur quelque chose, mais un mental après la respiration qui rentre dans la méditation. C'est ça qui est intéressant, sans effort et juste naturellement. C'est ça ce qui nous intéresse. De manière assez fluide. Exactement. C'est vrai que je sais pas pour peut-être les auditeurs qui nous écoutent là, qui écoutent cette émission, je ne sais
sais pas si vous pratiquez le yoga, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait réaliser que après les cours de yoga, pour l'intégrer, on fait quelques minutes de méditation et c'est comme si on basculait en soi, mais avec une facilité, une aisance. Et en fait, c'est c'est grâce à ça, c'est grâce au fait d'avoir déjà respiré, d'avoir travaillé l'énergie dans le mouvement. Tout d'un coup, on est beaucoup plus à même de rentrer en soi que quand on se place sur son petit fauteuil, les mains ouvertes en position du lotus, en se disant il faut que je médite. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué dans ce cas-là. Alors c'est vrai, Nathalie, parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte au fur et à mesure que nous enseignons que beaucoup de gens ont une mécompréhension de la méditation. Des fois, ils pensent qu'il faut absolument se concentrer sur quelque chose, tendre son effort, et puis si ça marche pas, il faut surtout qu'on y arrive. Et en fin de compte, c'est plus stressant. Ensuite, il y a des personnes qui pensent que méditer, c'est réfléchir à un sujet. En fin de compte, méditer... Ça, c'est philosophé plutôt. Exactement, c'est philosophé. Mais en fin de compte, la méditation, c'est tellement plus beau, c'est l'art de ne rien faire. Mais dans notre société moderne, cet art de ne rien faire n'est pas aussi facile que ça. Donc avoir des clés pour y arriver, c'est essentiel. Mais simplement de se dire, tiens, je mets mon mental au repos pour qu'il se nettoie. Alors, quand on observe, on a 4 états de conscience. Hein. On parlait des états de conscience modifiés, mais il y a 4 états. Il y a l'état de veille, dans l'activité, le jugement, là je parle, je suis actif, ça c'est un état de veille. Ensuite, il y a l'état de sommeil profond, où il n'y a même pas de rêve dedans. Le 3e état, c'est l'état de rêve, justement. Un rêve, un monde phénoménal, onérique. Et après, le 4e état, c'est ce qu'on appelle en sanskrit turiya. C'est un état où la conscience et le repos sont associés. Et la méditation, c'est un moment pour soi où consciemment, je mets mon corps au repos, où l'activité mentale va petit à petit se réduire pour laisser en place simplement la perception de « j'existe, je suis conscient ». Et dans cet état, c'est là où tout se passe. Parce que ne serait-ce qu'on passe 5 minutes, 6 minutes, même voire des fois 1 minute à toucher cet état-là, ça nous ressource au même point qu'on a fait une nuit de 8-9 heures. Donc pour cette minute-là, c'est essentiel. Et en plus, il faut savoir que dans le rêve, on nettoie certaines impressions. Mais à travers la méditation, on nettoie aussi les vieilles impressions et les vieilles empreintes psychologiques négatives dont on n'a plus besoin. Et c'est ça qui est important. Pas le souvenir on le gardera, mais tous ces nœuds énergétiques qui nous empêchent d'être vraiment heureux. Et pourquoi les burn-out arrivent 40 ans, 45 ans, 50 ans? C'est parce que justement, on n'a jamais pris le temps de nettoyer notre système. Donc c'est aussi finalement le nettoyage de nos centres énergétiques qu'on peut c'est un nettoyage sur également tous chakras. Les niveaux. Exactement. Oui, alors c'est un rééquilibrage des centres énergétiques qu'on peut appeler effectivement les chakras. C'est vraiment pour moi, c'est arriver à nettoyer les 7 niveaux d'existence. Le premier niveau, c'est le corps physique. On le nettoie à travers réoxygénation de nos cellules, de notre système. Le souffle, on l'utilise. On se le réapproprie. Alors, c'était très intéressant tout ce que Dipali nous a dit sur améliorer la quantité respiratoire. Et à travers les pranayamas, on va aussi améliorer la qualité respiratoire. La qualité qui est très importante, associer quantité et qualité. Et 3e niveau, le mental, la perception. Ensuite, l'intellect, la mémoire, l'ego, et toucher un espace qui nous permet d'être dans notre être intérieur. Et ça, c'est vraiment sublime. Alors, c'est vrai que des fois, on nous dit... Mais en 20 heures, vous arrivez à nous apprendre ça et on saura le faire. Je dis oui. C'est simplement que le problème, c'est qu'on n'a jamais appris des choses essentielles sur comment fonctionne notre mental, comment on fonctionne nous-mêmes. On a alimenté notre mental. Mais comment on fonctionne? Quelles sont les lois qui régissent ce mental? Ça, c'est magnifique. Donc, après, c'est vrai que sans apprendre à ces gens en théorie ce qui se passe dans leur être, que ce soit dans leur cerveau, dans leur énergie, c'est aussi leur pratiquer pour ressentir. Je pense que c'est peut-être ça aussi. L'association des deux fait qu'au bout des 20 heures, voilà, ils ont compris la pertinence et l'importance que la respiration, de toute façon, le jour où elle nous quitte, on n'a plus de vie. Donc, portons un peu plus d'attention sur cette respiration qui n'est pas anodine. Voilà. On peut passer 40, 50 jours sans manger, peut-être 1 semaine, peut-être sans boire, 10 jours sans boire, sans dormir.
allez, on va dire 72 heures. Après, ça devient très, Ça devient très dur délicat. après. Mais sans sans respirer. Hein. Même pas 20 secondes pour moi. Voilà. C'est vrai que c'est quelques secondes. Donc, voilà, c'est une nourriture au même titre que la nourriture physique, alimentaire, au même titre que le sommeil, au même titre que la respiration, la méditation est une nourriture. 4 sources d'énergie essentielles. Alors justement, on parle des gens qui viennent se former. Quels sont-ils ces gens? C'est des gens qui ont envie d'aller mieux dans leur vie, c'est des gens qui sont malades, qui veulent guérir. Expliquez-nous un petit peu les différents profils que vous pouvez avoir au centre de formation. On a tout. On a plus en plus beaucoup de jeunes. On a des jeunes cadres, on a des gens qui sont dans la vie active et pas seulement des gens malades, des gens qui sont en bonne santé mais qui ont juste envie d'améliorer la qualité de leur vie. Parce que finalement, l'état de notre esprit détermine la qualité de notre vie. Si l'esprit il n'est pas tranquille, il n'est pas calme, on ne peut pas vraiment apprécier tout ce qui nous entoure. Et c'est des gens qui ont juste envie d'améliorer leur qualité de vie. On a vraiment tous les âges, tous les profils. Stéphane, si tu Oui, veux... c'est pareil, vraiment tout type de personnes, toute religion confondue, toute classe sociale confondue. Et ce que je me rends compte maintenant, après 20 ans d'enseignement, c'est que effectivement, peut-être dans les premières années, c'était vraiment des gens qui étaient plutôt dans un mal-être. Et chercher, que ce soit un mal-être physique ou psychologique. Hein. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Je dis pas qu'il y en a pas. Hein. Je dis forcément, des fois quand on est un mal-être, on cherche une voie pour s'en sortir. Mais là, je vois vraiment des gens qui s'intéressent à l'humain, à eux-mêmes, en sens général, à l'esprit, et de plus en plus des gens qui ont conscience que on n'a pas besoin forcément d'être religieux pour aller dans la spiritualité. Et la spiritualité n'est rien contre la laïcité ou quoi que ce soit, c'est justement, la spiritualité, c'est toucher le domaine de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit ? Voilà, on vient sur cette planète, on va y vivre peut-être 40, 50 ans, 100 ans, peut-être. Mais qu'est-ce que je compte y faire sur cette planète ? Hein ? Donc il y a vraiment des questions existentielles. Qui suis-je ? Où suis-je ? Que suis-je ? Qui se disent, ben voilà, je veux en savoir plus sur moi-même. Et peut-être que la mort est un passage. Donc il y a aussi des gens qui se disent, ben voilà, avant de passer à ce passage ultime, je dois apprendre à savourer cette vie, mais est-ce que je la savoure vraiment ? Donc non, je dirais que maintenant on a tout type de personnes. Extraordinaire. Oui, et beaucoup de jeunes, vraiment beaucoup de jeunes. Oui. 17, 18 ans. Waouh. Les étudiants. Mais en plus, c'est ça, parce qu'on n'arrête pas de le répéter d'ailleurs sur cette antenne. On dit c'est tellement dommage finalement de pas avoir pour l'instant créé une école de vie où on puisse prodiguer ce type d'enseignement aux enfants. Là, de savoir qu'il y a des jeunes et même qui sont encore dans des études secondaires, qui sont au lycée et qui peuvent s'intéresser aux pratiques de méditation, c'est formidable. Oui. Alors c'est vrai qu'en Inde, on a le bonheur d'avoir commencé maintenant. C'est Sri Sri Ravi Shankar qui en est à l'initiative. Il a commencé avec une première école, il y a des milliers... c'était en quelle année La première école est en 82. Voilà, en 1982. J'allais dire des milliers d'années. Oui, j'allais dire des milliers d'années, donc. Je me suis Depuis l'origine du monde. Voilà. À quel âge a Shri? Peut-être, bonne question. Mais en tout cas, dans cette vie. Respiré, alors, si on croit en la réincarnation, il a certainement plusieurs vies, mais dans cette vie-là, en tout cas, en 1982, merci Dipali, maintenant, on a plus de 400 écoles. Et dans ces écoles, on a quand même des milliers d'étudiants. C'est là. Et puis, on apprend toutes ces techniques, respiration, méditation, ça fait partie du cursus, du curriculum vitae. Voilà. Alors toi, Stéphane, ce qui est aussi assez incroyable, on en a parlé lors de notre première rencontre, c'est que tu interviens dans le milieu carcéral. Oui. Alors oui, ça, c'est une sacrée aventure. Ah oui, ça, tu as des groupes, donc tu me disais, je crois que c'est des hommes, plus particulièrement. Oui, alors il faut savoir que la plupart des prisons ne permettent pas aux hommes d'enseigner aux femmes. Voilà, d'avoir des intervenants chez les femmes, c'est pas possible. Voilà. D'accord. Par contre, des femmes venant enseigner à des hommes ou venant intervenir pour les hommes, c'est faisable. Donc, en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus avec les hommes que j'interviens, et c'est au Centre national d'évaluation de la prison Le Réau, à Savigny-le-Temple, dans le 77. Nous avons commencé en 2012 le premier programme. C'était un programme intensif parce qu'il faut savoir que le Centre national d'évaluation accueille des détenus, soit en redirection de peine, soit en conditionnement, ou soit même en étude de dangerosité. Donc ils font des demandes des fois pour changer d'établissement, pour avoir des remises de peine. Donc
il y a cette évaluation qui est faite pendant 6 semaines, pas plus. Et après ces 6 semaines, leur dossier sera réétudié pour savoir si leur demande est acceptée. Alors nous intervenons à ce niveau-là pendant cette période de 6 semaines où on va intervenir la 2e semaine de leur passage avec un programme intensif. Donc tout ce qu'on apprend à l'individu, on va enseigner le cœur de notre programme et bien sûr adapté à ce milieu-là où c'est pas du tout un milieu comme monsieur, madame, tout le monde. Donc on adapte. De toute façon, tous nos stages ont un module commun qui est le Sudarshan Kriya et après on va l'adapter selon la déclinaison ou l'orientation. Ça peut être les entreprises, les étudiants, etc., etc. Donc pour en revenir au travail qu'on fait avec les détenus, c'est un beau travail. Donc 1 semaine intensif. Après on va avoir un suivi 1 fois tous les 15 jours, donc sur cette période-là. Et surtout on les aura autonomisés. Alors on a de bons résultats, très bons résultats d'ailleurs. L'administration pénitentiaire a reconduit nos programmes à chaque fois, chaque année. On a même, en 2012, on en avait 7-8. On a doublé l'année suivante. On avait 14-15 programmes. Et maintenant on maintient à peu près, on a 16 programmes par année. Parce qu'il y a 8-9 cycles par an, donc pour le CNE. Donc c'est les détenus qui s'inscrivent et qui, j'imagine, ont créé en fait un bouche à oreille peut-être au sein même de la prison. Alors non, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils viennent pendant 6 semaines dans un contexte bien particulier. Le bouche à oreille vient après, c'est-à-dire quand ils retournent dans leur centre de détention. Okay. Mais par contre, ils sont sous forme de volontariat. L'administration leur dit voilà, il va y avoir tant de programmes, dont ce programme qui est un travail intensif sur la respiration, le yoga, le souffle, la méditation. Ils s'enregistrent. Donc sur 60 détenus, on a à peu près plus d'un tiers de l'effectif qui viennent faire nos programmes. C'est un beau résultat, parce que derrière ça, ils participaient à toutes les séances. On a une meilleure, on a de très bons résultats pour leur état de sommeil. Parce qu'il faut savoir que le sommeil, la qualité du sommeil est complètement altérée pour ce type de public. Donc ils retrouvent le sommeil. Ça, c'est un très beau point positif. Ils ont des tests psychologiques, donc revenir dans leur événement, c'est pas évident pour eux. Psychologiquement, c'est très très dur. On se rend compte, grâce à notre programme, qu'ils peuvent parler beaucoup plus facilement avec le psychologue. Ils peuvent beaucoup plus facilement aussi revenir sur ce qui les a amenés en prison. Donc revenir sur ce geste fatal qui a causé leur incarcération. Ensuite, moins de dépendance, cigarettes ou toutes ces substances-là, moins d'agressivité envers non seulement entre détenus, mais aussi avec le personnel encadrant. J'allais dire envers eux-mêmes aussi. Alors, oui, envers eux-mêmes. Ça, c'est sûr qu'il y a... Alors, c'est vrai qu'il y a des anecdotes qui touchent. Hein, quand on enseigne en prison, Nathalie, il y a vraiment des moments qui sont très, très forts. Dont une personne qui est venue me voir à la fin, qui me dit « Stéphane, merci pour ce que tu m'as donné. Et là, j'aurais qu'une envie, c'est d'aller voir la famille de la victime et leur demander pardon pour l'acte que j'ai commis. Et j'aimerais pouvoir faire ça. » Donc il y a vraiment des prises de conscience. D'autres, je me souviens, un jeune, il avait 22 ans, hein, il en a pris pour perpétuité. Donc c'est pas un vol à la sauvette, hein, c'est vraiment des cas durs, des cas lourds. Il est venu me voir, il m'a dit « Tu sais Stéphane, quand j'étais dans l'enfance, dans l'adolescence, j'avais une boule de colère qui était présente au niveau de ma poitrine. Et cette boule de colère, elle a augmenté. J'étais très très agressif. Je ne savais pas comment la contenir. Je la déversais contre ma famille, contre mes professeurs, etc. Et personne m'a appris à la canaliser, à la gérer. Donc forcément, j'ai trouvé des personnes qui étaient dans le même schéma que moi, donc et exprimaient cette violence au point de faire des actes que j'ai commis. Mais si j'avais connu ça, parce que les 2-3 jours que j'ai passé avec toi, je sens toute cette colère partir sans l'émotion qui vient avec. Je suis persuadé que ma vie aurait été différente. Donc, effectivement, on peut se poser la question pourquoi intervenir en milieu carcéral avec ces personnes qui ont exprimé cette méchanceté, des actes barbares. Mais c'est peut-être justement celles qui en ont le plus besoin. Oui, je dirais que derrière chaque... Il y a une victime, ouais. Derrière chaque bourreau, il y a quand même une victime. Il y a un être humain qui a aussi souffert. Et décongestionner cette violence à ce niveau-là, c'est... En tout cas, j'en garde de bons souvenirs encore et encore, parce que
c'est toujours riche de faire un séminaire avec ce type de public. J'imagine, et c'est surtout enfin trouver une vraie solution face à des populations qu'on essaie un petit peu de cacher dans des grands centres pénitentiaires. Voilà, en pensant qu'on va régler les choses en les enfermant dans des cellules. Finalement, on sait que ça ne règle rien. Au contraire, ça aide cette violence. Donc pouvoir déjà, je pense, on peut féliciter les autorités d'accepter que des personnes puissent intervenir comme vous. Et surtout, c'est un beau vous d'intervenir avant toute chose auprès de ces personnes-là, c'est merveilleux. Mais c'était vraiment un beau partenariat parce qu'il y a vraiment un échange entre, bien sûr, le personnel encadrant, entre l'administration, la directrice, directeur, et puis aussi les psychologues. Donc c'est vraiment un partenariat sincère et qui amène des solutions. Alors, dans le monde entier maintenant, comme on est dans plus de 150 pays, on a mis en place ce programme dans plusieurs pays. En Europe, au Danemark, ça marche très très bien. Et ils ont développé surtout le module réinsertion des détenus. Donc on a monté un centre. Après qu'ils aient terminé leur temps d'incarcération, ils viennent dans ce centre et leur insération se passe vraiment beaucoup plus facilement. Bon, alors en tout cas, on peut que souligner le travail absolument fabuleux que vous faites tous les deux et puis tous les membres aussi de l'association. Alors, on va donner aux auditeurs les coordonnées s'ils ont envie de s'inscrire, de suivre un stage auprès de vous. Donc, le site internet, on tape artdevivre.fr, on tombe, donc c'est www.artofliving.org. Mais vous le trouvez en tapant artdevivre.fr. Si les auditeurs ont envie de réagir à l'émission, vous écrire à tous les deux, est-ce qu'ils peuvent le faire sur une adresse mail ? Oui, ils peuvent le faire. Alors avant, on aimerait passer une information qui est très touchante pour nous. C'est la venue de notre fondateur, Shri Shri Ravi Shankar. Il sera à Paris. Donc Dipali, tu peux nous donner tous les détails ? Avec plaisir. Il va être là du 24, 25 et le 26 avril. Et on a une conférence avec rencontre avec un homme de paix à la Mutualité. Il y aura méditation, sagesse millénaire. C'est le 25 avril à 19h, Maison de la Mutualité. Et on a un stage. Lui-même, il va enseigner un stage de Sudarshan Kriya, ce qu'il n'a pas fait depuis les derniers 25 ans. Wow. On a beaucoup de chance qu'il vient à Paris pour enseigner ce stage. Et ça va du 24 au 26. Ça va être à la cité universitaire, Fondation Biermen l'Apôtre. En tout cas, toutes les informations sont sur le site internet. Super. 3x. Donc il reste des places, on peut s'inscrire au stage si on le souhaite. Oui. S'inscrire aussi pour la conférence. Et s'inscrire pour la conférence. Il y a notre numéro de téléphone sur le site, ils peuvent nous appeler si Super. Et puis au cas où, n'hésitez pas, à me contacter si vous voulez des informations. J'aurai grâce à vous le bonheur et le plaisir de pouvoir interviewer Shri Shri Ravi Shankar.